Bonjour, bienvenue pour ce grand débat sur qui décide vraiment en entreprise. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges sur un lieu étrange qui est le conseil d'administration. Un lieu étrange car il est en principe central dans le pilotage d'une entreprise. Il est en réalité très peu défini et il est l'objet de tous les fantasmes. Quand vous cherchez une image sur le conseil d'administration, on vous renvoie encore souvent une image de 12 hommes en chapeau melon. Il y a un demi-siècle, tout était plus clair. L'entreprise était dirigée par le chef d'entreprise. Un point, c'est tout, même si en France, il y avait souvent l'État qui n'était pas très loin. C'était le capitalisme managérial qui avait été théorisé notamment par John Kenneth Galbraith. La loi française disait à l'époque tout simplement que le conseil d'administration, il devait administrer la société. Mais depuis, c'est devenu plus compliqué. Les actionnaires sont montés en puissance, en théorie. Ça a été le célèbre texte de Milton Friedman au début des années 1970. En pratique, avec un poids plus important des conseils d'administration et des administrateurs qui sont nommés, il faut le rappeler, en assemblée générale, et qui est l'assemblée générale des actionnaires. La loi a précisé son rôle au fur et à mesure et nous avons eu des articles qui ont été précisés en 2000 puis en 2019. Aujourd'hui, le Code du commerce, dans son article 225-35, dit « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », un point qui a été ajouté en 2019. Deux grandes missions donc pour le conseil d'administration, outre la nomination des dirigeants et la qualité de l'information fournie aux actionnaires et au marché, définir la stratégie de la société et contrôler la direction générale. Et ce qui veut dire derrière aussi identifier les risques, et les risques qui sont de plus en plus larges, ça va faire partie des thèmes dont nous allons parler. Au fil du temps, la loi a aussi précisé la composition du conseil d'administration pour les entreprises d'une certaine taille, au moins 40% de femmes, et puis aussi un ou deux administrateurs représentant les salariés. Puis c'est aussi un domaine où il y a de la soft law, avec notamment le code AFEP-MEDEF qui conseille d'avoir au moins un tiers du conseil composé d'administrateurs dits indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas actionnaires, pas salariés, pas banquiers, etc., qui n'ont pas d'intérêt direct dans l'entreprise, et puis qui évoque aussi la possibilité de nommer un administrateur référent quand les fonctions de président et de directeur général sont confondues, ce qui est souvent le cas en France. Au-delà de ces grands principes, qu'en est-il réellement ? Comment a évolué le rôle du Conseil ? Est-ce qu'on passe vraiment d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme de parties prenantes, d'un shareholder capitalisme à un stakeholder capitalisme, comme on dit en anglais ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec nos 4 panélistes, qui sont tous les 4 administratrices ou administrateurs et à qui vous pourrez envoyer vos questions par SMS avec un numéro qui s'affichera régulièrement et je pourrai avoir vos questions par une petite tablette. Alors, première question simple qui appelle une réponse courte. Selon votre expérience, à quoi sert un conseil d'administration ? Et on va commencer avec vous, François Robardet. François, vous êtes administrateur représentant les salariés chez Air France KLM. Je précise KLM parce que sur le programme, ça ne figurez pas, et c'est donc la holding de tête de la compagnie aérienne. Vous y êtes depuis 5 ans après avoir suivi déjà ce qui se faisait au sein du Conseil de très près. Alors vous, de votre expérience, à quoi ça sert ? Ça sert à piloter l'entreprise et puis dans un groupe comme Air France KLM, ça sert à gérer les crises depuis une quinzaine d'années. On compte les années où on n'a pas de crise, donc on est sur le devant de la scène régulièrement. Il y a un seul chiffre qui résume la situation. En général, on a 6 à 8 conseils d'administration par an. Nous, ces dernières années, on est entre 12 et 20. Voilà, donc ça sert à passer ces étapes de crise régulièrement et puis ça sert à déterminer la stratégie de l'entreprise. Alors, pour nous, la stratégie, elle se base... c'est principalement au moment des achats d'avions. Quand on fait un achat d'avion, c'est pour 20 ans. Donc forcément, il faut qu'on ait en tête ce qui pourrait se passer dans les 20 prochaines années quand on fait des commandes de flotte. Donc on a une utilité. Et donc là, il y a un vrai débat sur ce moment absolument critique, de l'investissement majeur d'une compagnie aérienne qui est l'achat d'avions, qui se fait généralement par dizaines d'appareils. Donc là, il y a une vraie discussion, il y a un vrai débat au sein du Conseil. Ça n'est pas ficelé, ça n'est pas organisé auparavant.
C'est forcément en collaboration avec les équipes dirigeantes. On n'a pas, au sein d'un conseil, on n'a pas forcément les compétences pour dire on va choisir tel ou tel avion. On a des administrateurs, par contre, qui peuvent avoir des intérêts dans pour tel ou tel modèle. Quand on a l'État français qui, en plus, en ce moment, est monté au capital et a fortement participé à la survie d'Air France KLM, il est évident que ça peut avoir du poids quand on doit choisir entre Airbus et Boeing, par exemple. Mais donc, c'est effectivement des discussions qui se passent autant en dehors du conseil dans les équipes, qui sont les plus à même de dire quels sont les modèles, par exemple, qu'il faudrait. Et le conseil, lui, est là pour valider ou pas les prises de position. Mais on a une plus-value. La plus-value d'un administrateur, bon, c'est vrai qu'il faut regarder un peu au moment du vote, puisque là, au moment du vote, quand on est dans une salle, c'est là où tout se décide, et il peut arriver que des votes soient un peu à moitié-moitié. Donc dans ces cas-là, oui, l'administrateur a son rôle à jouer, y compris l'administrateur salarié. Alors nous allons voir maintenant un autre type d'administrateur ou d'administratrice. Éliane Rouy-Chevalier, vous êtes administratrice indépendante. On change de secteur, on est chez Legrand, le matériel électrique, et puis aussi Ipsos, les enquêtes d'opinion. Vous êtes une professionnelle de la communication financière, donc vous avez un regard un petit peu différent de celui de François. Vous, quel est de votre expérience d'administratrice dans plusieurs entreprises, à quoi sert le conseil ? Vous parliez d'un monde étrange, Jean-Marc. Je dirais que c'est un lieu où on travaille, un conseil d'administration. C'est un lieu où on travaille beaucoup en session plénière, en conseil, mais aussi dans les comités. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais les comités permettent vraiment d'approfondir les sujets et de challenger les dirigeants. Vous pouvez peut-être préciser les principaux comités. Alors, il y a des comités il y a un comité obligatoire qui est le comité d'audit. Mais on voit bien que les entreprises se sont, au fil du temps, dotées de comités. Alors, selon les dénominations, ça peut un petit peu changer, mais le contenu est plus ou moins le même. C'est-à-dire un comité lié précisément à la stratégie, auquel, d'ailleurs, on associe de plus en plus la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui montre bien que cette RSE s'intègre de plus en plus dans la stratégie tout court de l'entreprise. Vous avez, pour certains secteurs, en particulier les banques, les assurances, des comités des risques, tout particulièrement dédiés. Puis vous avez évidemment le comité de rémunération, le comité de nomination qui juge, qui décide qui pourrait venir rejoindre un conseil d'administration soumis ensuite au vote en assemblée générale, qui pourrait venir dans tel ou tel comité. Donc à chaque fois, dans ces comités, on a 3 ou 4 administrateurs qui travaillent avant Exactement, le conseil. Avant et pendant, et qui ont la responsabilité de restituer les travaux au moment du conseil. Donc c'est... Pour moi, c'est toujours un challenge parce que les agendas des conseils sont énormes et ont tendance à s'alourdir de plus en plus dans un temps dédié, même s'il a tendance à s'allonger. Il faut avoir le temps de restituer le travail en profondeur qui est fait justement dans ces comités, puisque, et ça c'est une caractéristique d'un conseil d'administration, c'est une entité collégiale. Donc, ce n'est pas le comité qui décide et qui endosse toute la responsabilité. Il faut que cette responsabilité soit partagée. Et pour qu'elle soit bien partagée, il faut comprendre la complexité, souvent, des sujets qui sont abordés au moment du travail en comité. Donc, les comités, ils font de l'information pour de la prise de décision. Oui, absolument. Est-ce que les décisions vraiment stratégiques, importantes, majeures de l'entreprise sont prises en conseil pour vous, de ce que vous avez vu ? Elles sont prises en conseil et elles doivent être prises en conseil. Elles doivent l'être, oui, mais est-ce qu'elles le sont ? Et elles le sont. Elles le sont. Alors, sous recommandation dans des comités spécialisés, comités de rémunération, de comités de nomination, sur des sujets de conformité, enfin des sujets extrêmement variés et qui, j'insiste, deviennent de plus en plus complexes. C'est toute la dimension
de temps imparti, de complexité et de communication, évidemment, avec l'équipe dirigeante. Je pense qu'on y reviendra, mais la transparence et les allers-retours avec les dirigeants est absolument essentiel pour créer un climat de confiance et éclairer les uns et les autres pour les prises de décision finales en conseil. Merci. Même question donc à Patrick Artus. Patrick est conseiller économiste de Natixis. Il a enseigné l'économie, c'est un économiste, mais c'est aussi un administrateur. Tu es administrateur d'une petite société du CAC 40 qui s'appelle Total, donc on est dans le pétrole. Donc économiste pour une banque, administrateur d'une firme pétrolière, et puis aussi pilier des entretiens enseignants entreprises. Parmi ceux qui assistent à cette session, si vous avez déjà assisté à une session des entretiens, vous avez peut-être vu déjà Patrick. Mais tu parles ici surtout en qualité d'administrateur et d'économiste. Donc ton jugement sur le rôle du conseil d'administration, pas celui du théoricien, mais vraiment celui de l'acteur, du praticien. Un mélange des deux. Puis avec Eliane, on est tous les deux chez Ipsos, donc on se voit souvent. Alors, je crois qu'il y a une vraie évolution. Alors, on viendra peut-être sur l'évolution après. Oui, mais c'est important quand même à ce stade, parce que, il y a les choses traditionnelles. Il y a ce qui a été dit, donc les risques. C'est horrible, les risques dans une entreprise, parce que les risques, c'est les risques financiers, les risques industriels, les risques stratégiques, les risques liés aux concurrents, les risques ESG maintenant, les risques industriels. Chez Total, ça prend 6 heures, la revue des risques. Donc, voilà. Il y a la stratégie de l'entreprise à long terme. Il y a des décisions d'investissement avec un seuil en général. Il y a un seuil au-delà duquel les décisions d'investissement passent en conseil. Et puis, il y a toutes les questions de nomination, dont le dirigeant. Donc ça, c'est des choses très traditionnelles. Peut-être on prendra une analyse critique après. Mais tu posais déjà la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une distance entre la théorie et la réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'un conseil contrôle vraiment les grands investissements d'une entreprise? C'est une question. C'est une question que je me pose tout le temps. Dire, parfois, chez Total, il s'agit de milliards d'euros. Donc, est-ce que le conseil a les éléments? Et on passe du temps, mais est-ce que évidemment, on y passe infiniment moins de temps que l'équipe dirigeante de l'entreprise. Donc, est-ce que le conseil a la capacité à dire non, on ne fera pas cet investissement, alors que l'équipe dirigeante de l'entreprise vient en disant il faut le faire, Et quelle est notre expertise? Est-ce qu'on est capable d'avoir un dossier technique suffisant? C'est quand même ces rôles traditionnels sont déjà compliqués. Et puis les risques, c'est une question de brainstorming. D'ailleurs, dans certaines entreprises, c'est bien fait. On fait une pratique. Par exemple, on va interviewer les salariés de l'entreprise pour qu'ils disent, eux, ce qu'ils pensent être le risque le plus important. Surprise, par exemple, la dernière fois, ce qui est sorti, c'est cybersécurité, comme étant le risque le plus grave. Je veux dire, avant les risques habituels de climatiques, stratégiques, etc. Si je peux intervenir, pas que les salariés, Patrick, on y viendra peut-être, mais dans les matrices de matérialité, de plus en plus d'entreprises. C'est-à-dire, matrice de matérialité. J'utilise le mot à dessein parce que c'est celui-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument maîtrisé par tout le monde. Justement, dans une démarche d'écouter les parties prenantes, j'anticipe sur le sujet suivant, mais de comprendre effectivement, vu de l'extérieur, mais ce n'est pas simplement réservé à l'œil des collaborateurs, mais aussi des clients, des fournisseurs, de l'État. Comment vous jugez les risques, vous, de l'extérieur de l'entreprise en question? Et ce sont des enquêtes chez Legrand, par exemple. Lorsqu'on mène ça, c'est 3000 personnes qui sont interviewées dans le monde entier, bien entendu. Et c'est un regard très intéressant. Et du coup, ça permet de faire une cartographie de ces risques tels qu'ils sont perçus de l'extérieur et de les confronter à la façon dont nous, en interne, on voit ces risques. Et on peut avoir effectivement des décalages qui sont très intéressant et plein d'enseignements pour l'équipe dirigeante. Donc, pardon de t'avoir interrompu, mais ça va au-delà, effectivement, des collaborateurs. Voilà. Alors, l'évolution, quand même, Jean-Marc, je dis juste un mot là-dessus. On y revient. Ça sera la question d'après. Oui, non, mais... qu'est-ce qu'on fait? Ça sera la question d'après. Oui. Xavier. Laissez parler. Xavier Huillard, vous êtes PDG d'une autre firme du CAC 40, Vinci. On est ici dans un autre secteur encore, la construction, les concessions, notamment d'autoroutes, d'aéroports. Et donc, pour vous, en tant que
dirigeant d'entreprise, vous avez un conseil. Comment vous appréciez le rôle du conseil dans votre pilotage de l'entreprise, avec d'un côté donc ce conseil d'administration, de l'autre aussi le comité exécutif, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous, mais donc l'organe interne à l'entreprise qui dirige l'entreprise. Comment ça se passe? À quoi sert le conseil? Comment se passe l'articulation qu'a déjà évoqué Eliane? Je vais, Jean-Marc, répondre à la question. Je voudrais d'abord faire un préalable, c'est que peut-être n'est-ce pas le cas de tous les groupes. Nous avons fait un choix d'hyper-décentralisation depuis déjà très longtemps. Nous sommes 220 000 dans le groupe. Nous sommes organisés en plus de 3 000 business units. Tout ça simplement pour dire que l'essentiel des décisions, y compris des décisions stratégiques relatives à un métier ou une géographie donnée, ne sont pas prises en conseil, elles sont prises dans des organes de gouvernance qui sont placés plus bas dans l'organisation hiérarchique. Et c'est très important parce que ça veut dire que, comme l'a dit Eliane tout à l'heure, comme les sujets qui sont théoriquement à traiter par le Conseil sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, il est important, à travers la décentralisation, de mettre en place de la subsidiarité, c'est-à-dire de faire en sorte que l'essentiel des problèmes, pas seulement des problèmes du quotidien, soit traité au niveau adéquat, c'est-à-dire plus bas. C'est important à dire, parce que, vu de l'extérieur, certains pensent que, comme dans un certain nombre d'entreprises, notamment publiques, ou dans des administrations, tout remonte au sommet. Pas du tout, c'est impossible que tout remonte au sommet, et donc le Conseil n'est là que pour traiter d'un certain nombre de macro-sujets d'intérêt général pour l'ensemble du groupe. La deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, l'une de mes conceptions, qui est un peu caricaturale, j'en conviens, c'est que quand tout va bien, le Conseil, en réalité, pourrait se réunir moins souvent, mais il faut... En gros, il ne sert pas forcément énormément, mais il faut s'astreindre à le réunir parce que c'est la seule manière d'apprendre à travailler ensemble, de développer de l'intelligence collective pour le jour inévitable où il y aura une crise. Alors, chez Air France KLM, il y en a eu un certain nombre. Nous, on en a peut-être un petit peu moins, mais ça arrive. J'en ai vécu une particulièrement en 2006 avec mon ancien président Antoine Zacharias. Et j'ai constaté à ce moment-là que le Conseil ne fonctionnait pas bien. Et donc, il est important que le Conseil se réunisse et développe cette intelligence collective, cet apprentissage de l'expression dans la bienveillance. Ouais, tous les mots sont importants, de façon à être certain que le Conseil va bien fonctionner lorsque une inévitable crise va se présenter. On a eu un exemple récent que je ne vais pas citer au sein d'un groupe du CAC 40 il n'y a pas très longtemps, qui était assez révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ensuite, je crois que c'est également François qui a dit que le Conseil, à un moment il a utilisé le mot, est là pour valider. Ma deuxième conception, c'est que l'entreprise est devenue quelque chose de trop complexe, les équilibres à trouver entre les différentes parties prenantes sont devenus trop subtils pour imaginer qu'un administrateur qui n'y consacre que quelques heures, même s'il travaille beaucoup, puisse, disons, émettre des suggestions construites qui font sens pour l'entreprise. Tout ça simplement pour dire que je pense que, en réalité, l'élaboration à la fois des stratégies, l'élaboration des mouvements à faire sur telle ou telle dimension de nos responsabilités globales ne peut, à mon sens, se faire que par des gens qui vivent l'entreprise de l'intérieur, le Conseil étant évidemment utile pour valider, éclairer, amender, arrondir, questionner, mais certainement pas pour initier. C'est très difficile pour un administrateur, sauf s'il a passé 15 ans dans la boutique en tant qu'administrateur, d'avoir réellement la possibilité de présenter des idées qui font sens et qu'il vaudrait la peine de développer. C'est la responsabilité de la direction générale. Enfin, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Eliane tout à l'heure. On travaille dans un conseil, c'est vrai, et c'est de plus en plus, mais ça a une conséquence qu'on n'a pas prise en compte en France. C'est que, vous vous souvenez de l'expression en anglais, « If you want monkeys, you pay peanuts. If you pay peanuts, you get monkeys ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les administrateurs, il faut s'habituer au fait qu'il va falloir les payer davantage. En France, nous payons les administrateurs au lance-pierre, surtout dans un certain nombre d'entreprises. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles ils sont payés au lance-pierre. C'est rien par rapport, notamment chez Air France KLM, je ne voulais pas les citer. Ce n'est pas du tout le cas.
ni en Grande-Bretagne, ni en Allemagne, ni surtout en Suisse. Ouais. Et si on veut que les administrateurs travaillent et prennent des responsabilités, y compris pénales, eh bien, il faut s'habituer au fait qu'effectivement, le montant des jetons de présence, ça ne s'appelle plus comme ça, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, doivent augmenter, de rémunération doivent augmenter dans les années qui viennent. Alors, vous dites Merci, que Monsieur le Président. Bon, donc une revendication très forte d'augmentation des rémunérations. On a bien enregistré ça. Vous disiez que le Conseil n'était pas en mesure, en schématisant, d'initier des projets, mais il est même là pour évaluer les projets qui lui sont apportés. C'est ce qu'évoquaient François et Patrick dans des entreprises de nature très différente tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donner un exemple où le Conseil vous a amené à envisager autrement un projet ? Oui, c'est un peu subtil parce que c'est tout dans la recherche d'équilibre. Moi, je pense qu'il est extrêmement dangereux d'introduire dans un conseil l'idée qu'on serait là pour voter et que les administrateurs devraient exprimer de façon clivante, parfois un peu agressive, en tout cas péremptoire, leur opinion sur telle ou telle question, parce que l'important, c'est de conserver un état d'esprit d'ouverture, de dialogue, d'écoute et de bienveillance. Et par ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, c'est difficile d'être directeur général. Moi, je suis les deux, c'est difficile. C'est angoissant. Et donc le directeur général, comme tout un chacun, il a besoin d'un support, y compris d'un support psychologique. Et donc il est important qu'entre la direction générale et le conseil, il y ait une véritable relation de confiance. Ça veut dire que dans un conseil, il faut essayer de faire en sorte que les décisions soient prises de façon très naturelle. Et alors je vais donc donner un exemple, mais sans donner de précision, qui est assez récent. J'avais le projet avec mon équipe ad hoc de faire une opération relativement significative dans le domaine aéroportuaire aux États-Unis. Il avait passé il avait passé son examen de passage au comité stratégie, puis un premier passage en conseil d'administration juste pour sentir un petit peu la sensibilité des uns et des autres. Et puis tout ça s'était bien passé, donc il a fini par passer en conseil d'administration pour décision finale. Et là, j'ai senti qu'au-delà de la manière dont les choses étaient exprimées, il y avait un certain inconfort de la part d'un nombre important, pas majoritaire, d'administrateurs. Et donc, j'ai décidé de retirer en séance le sujet en demandant simplement au Conseil de me donner la responsabilité de prendre la décision ultérieurement. Je voulais prendre du recul, mais je ne pouvais pas perdre plus de temps en convoquant un autre conseil d'administration. Et j'ai décidé la chose suivante, c'est de retirer le dossier parce que je ne voulais pas que les gens s'étant exprimés de façon bienveillante, chacun avec ses mots et avec sa logique. Si je passais en force, j'aurais pu passer en force. En droit, j'aurais pu passer en force. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la fois d'après, ceux qui étaient en réalité dans l'inconfort par rapport à la décision l'auraient exprimé de façon plus clivante et ça aurait été mauvais pour l'atmosphère de bienveillance et d'écoute qu'on doit conserver dans un conseil. Et donc je l'ai retiré et puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc bien sûr que le conseil sert, mais encore une fois, il sert à donner, à travers sa sensibilité, son expérience, son avis, ses éclairages sur quelque chose qui ne peut émaner que de la direction générale, parce qu'encore une fois, une entreprise, ça se vide de l'intérieur à 100% de son temps. On voit que tout est en nuance, c'est que la recherche d'équilibre qui est un point absolument clé du Conseil. Eliane, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, Jean-Marc. Oui. Moi, pour donner un autre exemple que celui de Xavier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire qu'on avait eu un dossier d'investissement, d'une acquisition assez substantielle, présenté en conseil, qui a été par le management présenté avec un certain prix auquel on voulait faire l'offre. Et le conseil a dit non, il faut payer plus, et parce qu'on tenait à avoir l'acquisition. Donc on a au contraire poussé le management en disant si on veut l'avoir, il va falloir en mettre un peu plus sur la table et on vous donne l'autorisation de. Donc ça va dans les deux sens et il faut être modeste, je suis d'accord avec Xavier, nous ne sommes pas, en tant qu'administrateurs, des hyper spécialistes du secteur, on a beau travailler dessus, on n'est pas dedans, on n'est pas dans l'entreprise. Donc, et c'est là où la confiance avec le management et de tout le comité exécutif est extrêmement importante, parce que les spécialistes, ce sont eux.
on arrive, on nous présente un projet qui doit, autant que faire se peut, être cohérent avec une stratégie globale, avec une vision un peu plus long terme auquel on veut aller. Et ensuite, on pose les questions et les responsabilités sont prises de part et d'autre de manière consensuelle. S'il n'y a pas consensus, c'est là où il y a une crise de gouvernance et on parle d'autre chose à ce moment-là. Alors, on a déjà évoqué le sujet, mais Patrick, tu voulais absolument évoquer l'évolution du Conseil. Alors, j'ai fait une perspective séculaire, mais il s'est passé, ça a beaucoup changé ces dernières années. On a déjà parlé un petit peu de la montée des risques qui sont examinés en Conseil. Et ont été évoqués le risque climatique, le risque cyber, il y a aussi le risque de réputation. Et donc, comment toi, tu as senti cette évolution tu es administrateur chez Total depuis maintenant presque de nombreuses années. Comment tu as senti cette évolution du Conseil et des sujets sur lesquels il travaille, puisqu'il travaille le Conseil, ça a été dit et redit. Si tu me donnes juste 10 secondes pour réagir à ce qu'ont dit Xavier et Yann, quand tout va bien, je suis d'accord, le Conseil, c'est une espèce de think tank. C'est-à-dire, on s'aime bien. On s'aime bien dans les conseils, je crois, enfin peut-être pas partout, mais enfin dans ceux que je connais, on s'aime bien. On est mal payé, mais on s'aime bien. Bon, très bien. Non, mais on s'aime bien, et donc on aime bien travailler ensemble, on aime bien travailler avec la direction générale. C'est une espèce de think tank, et on voit bien que le président, le PDG ou le directeur général de son entreprise va essayer de sentir la réaction, et voilà. Et c'est intéressant, c'est vraiment du brainstorming. Ça n'empêche pas quand même, et je prends tout à fait le point de Xavier, que évidemment, la direction générale et le COMEX connaissent bien mieux l'entreprise que le conseil, que rétrospectivement, c'est un effort qu'on a fait dans certains conseils, on s'est dit qu'on n'aurait pas dû accepter telle ou telle décision, ou tel investissement, qu'on aurait dû dire non, que ça s'est révélé être une mauvaise idée, et que dans le moment, on n'a pas osé dire non. Et donc je crois que quand même, et on avait fait ce travail rétrospectif, de backtesting en fait du Conseil, en disant mais là, on n'aurait pas dû laisser faire, c'est une mauvaise idée, et on savait sans doute à l'époque que c'était une mauvaise idée, on le savait mieux après d'ailleurs que c'était une mauvaise idée, et on aurait dû être plus exigeant en termes d'analyse vis-à-vis de la direction générale. Donc je crois quand même qu'à un certain moment, même si les administrateurs ont beaucoup moins d'informations et de compétences techniques, mais il y a quand même des gens du métier dans les conseils, ou des gens qui sont là depuis très longtemps, il faut oser dire non. Et c'est difficile de dire non. Quand un patron de business unit vient et que ça fait 2 ans qu'il est sur un dossier et qu'il a tout regardé et qu'il a des simulations épaisses comme ça, mais il faut oser dire au moins ce que disait qu'on ne sent pas le truc, quoi. Je dirais, donc voilà. Et donc c'est rétrospectivement, je pense, quelque chose qui est important. Et moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'on ose assez finalement dire non, quoi. Alors maintenant, je vais sur ta question. Oui, ce qui a changé, c'est qu'on est passé de quelque chose qui était assez calibré. Donc c'était d'abord les risques financiers, la certification des comptes, je veux dire, travailler avec les commissaires aux comptes, enfin voilà, les grands risques technologiques de concurrence, cyber, etc. Et maintenant, de plus en plus, je pense que ce sont les questions de transition, c'est ESG quoi en fait. Et quand on regarde le temps que passe un conseil sur ESG, c'est passé de rien il y a 10 ans à beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui. Et alors, comme on le disait dans la table ronde précédente, ça a d'abord été eux, donc beaucoup de temps sur les questions de transition énergétique, avec des sujets qui ne sont pas que des sujets d'opinion. Il y a bien sûr un sujet d'opinion. Est-ce que cette entreprise est acceptable dans ce qu'elle fait? Mais il y a un sujet de financement. Il y a des entreprises qui se disent, est-ce que je trouverai quelqu'un pour porter mes actions? Donc c'est des sujets extrêmement concrets quoi, de survie de l'entreprise. Et puis maintenant, il y a SG. Quoi. Alors G, bon, mais S. Et là, le contenu est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Parce que maintenant, ça commence à être assez normé, quoi. On va avoir de la comptabilité extra-financière dans les entreprises, qui va être normée, qui sera standardisée, autant que la comptabilité financière. Donc et puis, c'est intégré dans les systèmes de l'entreprise. Quand on fait un projet, on sait ce que ça émet comme CO2, quoi, et on le valorise en général. Il y a des prix internes du CO2 dans les entreprises. Mais S... Quel est le contenu de S? Alors c'est pas du S externe, il ne s'agit pas de donner de l'argent à des fondations, quoi. Je veux dire, c'est quoi la politique sociale intégrée dans une entreprise? C'est beaucoup plus compliqué même à définir ce que c'est, quoi. Je dirais que on voit, c'est la trajectoire, c'est l'impact environnemental de l'entreprise dans les prochaines années, et on commence à savoir faire. Mais voilà. Donc, donc tu vois que cette évolution, c'est parti finalement de tâches assez répétitives
sur les grands risques, sur les grandes décisions stratégiques, à quelque chose qui est beaucoup moins formalisé, qui est la transition énergétique, puis maintenant le rôle social, la relation avec les collectivités, avec les institutions, les ONG. Moi, je suis frappé du temps que passent certains PDG avec des ONG. Quoi. Parce qu'il y a un truc, 10 ans, qui est-ce qui passait du temps avec des ONG quoi. Donc il y a l'intégration de l'entreprise dans la société, ça devient un sujet de conseil. Quoi. Et c'était certainement pas un sujet de conseil il y a 10 ans. Eliane, cette montée des parties prenantes au sein du Conseil, pas directement mais indirectement par les sujets qui y sont abordés, est-ce que vous le constatez de la même manière? Comment est-ce que vous voyez cette transformation? Mais oui, bien entendu. D'abord, vous le rappeliez tout à l'heure, dans la loi Pacte, nous sommes là pour défendre l'intérêt social de l'entreprise. On est passé de défendre l'intérêt des actionnaires, conception Milton Friedman, à la conception, on est là pour défendre tous les intérêts et pas seulement ceux des actionnaires. Donc on a un vrai devoir en tant que membre d'un conseil d'administration de s'assurer que lorsqu'on prend telle ou telle décision, quand on regarde à court terme, à moyen terme ou à long terme, on n'oublie pas effectivement une partie des parties prenantes, que ce soit au détriment des collaborateurs, que ce soit au détriment du pouvoir d'achat des clients, que ce soit en écrasant des sous-traitants dans des exigences qui ne sont pas raisonnables, etc. Donc oui, on entend de plus en plus et on est là pour défendre les parties prenantes. Ça, c'est absolument indéniable. Alors, selon les secteurs exposés, effectivement, quand on est Total, ça ne me surprend pas que le président passe énormément de temps avec les ONG parce qu'ils sont vocaux, parce qu'on les entend, ils sont présents dans les médias, qu'il y a une question de réputation qui prend de plus en plus d'importance vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des autres parties prenantes. Dans d'autres secteurs, il faudra être très attentif à l'attente des clients, à leur pouvoir d'achat, parce qu'il y a des mesures, des influences de plus en plus importantes qui s'exercent de la part de toutes ces parties prenantes. Et il faut trouver ce juste équilibre, ce qui amène d'ailleurs à réfléchir sur comment on crée de la valeur et comment on répartit cette valeur, un sujet qui devrait intéresser les conseils d'administration. Sujet aussi qui sera l'objet de la table ronde suivante. Merci de cette transition, mais on ne va pas y passer tout de suite. Xavier, vous, dans votre secteur, vous êtes évidemment sans arrêt en contact avec les collectivités locales, avec des acteurs publics. Comment est-ce que vous avez senti aussi la montée des parties prenantes? Comment est-ce que vous avez senti l'évolution de tout simplement des problématiques et peut-être des pouvoirs qui s'exercent au sein de votre conseil? Alors nous, contrairement à ce que disait Patrick tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on est sur la dimension S, qui était un peu notre marque de fabrique, qui s'exprime à travers tout un tas d'initiatives, d'actions. Et on est venu à la dimension E, plutôt comme tout le monde, en gros à partir de la COP21. Moi, mon sentiment, c'est que l'Institut de l'entreprise, d'ailleurs, y est pour beaucoup. Cette prise de conscience du fait que le capitalisme n'était pas seulement financier et que le seul propriétaire de l'entreprise n'était pas du tout seulement l'actionnaire, cette prise de conscience, qui est en fait la révolution des parties prenantes, elle remonte à loin. Elle remonte déjà à un grand nombre d'années. Elle n'a pas attendu la loi Pacte. Et ça fait belle lurette que notamment au sein de l'Institut de l'entreprise, on a compris que l'entreprise, c'est un corps social autonome qui doit se mouvoir dans un environnement de plus en plus contraint par un nombre croissant de parties prenantes et que la seule manière d'élaborer un projet qui adresse les préoccupations, les questionnements, les critiques, les observations de ce nombre croissant de parties prenantes. Ça consiste donc à élaborer un projet qui va tirer sa substance de l'ADN profond historique de l'entreprise,
que ce projet doit être élaboré, et je reviens sur mon point précédent, ça ne peut être élaboré que par des gens qui sont à l'intérieur et qui vivent 100% de l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que nos actionnaires financiers le comprennent aussi comme ça. Moi, je dis souvent à ceux qui disent que nos entreprises sont sous le joug court-termiste des actionnaires financiers, c'est pas vrai. Celles qui sont sous le joug des actionnaires financiers sont les entreprises qui n'ont pas fait l'effort d'élaborer un projet adressant, si possible, un nombre maximum de parties prenantes et pas seulement la dimension financière et stratégique, parce que c'est une manière, lorsque ce projet est élaboré, quand on est face à des actionnaires financiers, de reprendre la main. C'est-à-dire, on parle de notre projet. Et on leur dit, voilà notre projet, si vous trouvez ça sympa, vous venez à bord. Si vous ne trouvez pas ça sympa, vous ne venez pas, c'est pas grave. Il y a plus d'argent disponible sur le marché de par le monde aujourd'hui que de bons projets sur lesquels s'investir. Et donc on a la main. Et donc l'entreprise doit reprendre la main par rapport aux actionnaires financiers. La seule manière, c'est d'élaborer un projet qui fait sens par rapport à l'histoire et qui intègre les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est assez subtil. Évidemment, le Conseil est là pour l'amender, le corriger, le faire évoluer, mais ce projet, il est d'abord élaboré par une direction générale. Voilà. Et une fois qu'on a ça, évidemment, la deuxième composante absolument indispensable, c'est de s'inscrire dans la durée. Un tel projet, on n'en change pas sous prétexte qu'il y a la Covid ou sous prétexte qu'il y a un changement de président dans tel ou tel pays. Un projet est beaucoup plus résilient que cela, parce qu'il fait partie de l'histoire de l'entreprise. Donc cette révolution des parties prenantes, elle ne date pas d'hier. L'Institut d'entreprise a été largement porteuse de cette idée depuis longtemps. Et je trouve que c'est ce qui nous différencie et qui nous donne de l'avance, nous, entreprises européennes et d'abord françaises, par rapport à d'autres grandes formes de capitalisme qui avaient l'habitude d'être soit plus financiers, soit plus étatiques. François, dans votre entreprise, il y a beaucoup de parties prenantes qui sont représentées. Il y a des administrateurs salariés qui représentent les actionnaires, des administrateurs salariés conformément à la loi Pacte. Il y a des représentants de l'État français, de l'État néerlandais. Comment est-ce que vous avez senti l'évolution des préoccupations du Conseil ? Sachant que, évidemment, la question climatique dans les compagnies aériennes est devenue un enjeu absolument majeur, voire déterminant. Eh bien, c'est pour répondre aussi à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a quand même dans un conseil d'administration des gens qui sont dans l'entreprise. Ce sont les administrateurs salariés. Et force est de reconnaître que de plus en plus, ils sont écoutés. J'ai participé à différentes tables rondes comme ça, et c'est un discours qu'on entend régulièrement sur l'abandon des préconseils pour prendre les décisions en dehors des administrateurs salariés. Ça se fait plus depuis longtemps, et c'est vrai que à la CFDT, on a choisi d'investir les conseils d'administration depuis très longtemps. On doit être le syndicat qui a le plus d'administrateurs salariés, et de partir, alors pas dans la cogestion, mais dans la codétermination. Et cet apport des salariés est très important justement pour prendre le pouls de l'entreprise, pour que les autres administrateurs, indépendants ou financiers, puissent sentir ce qui se passe dans l'entreprise. Et finalement, on est là, mais tous les administrateurs, pas que nous, aussi pour détecter les signaux faibles. On parlait tout à l'heure un peu de faire des sondages auprès des gens pour 3000 personnes, comme vous avez dit chez Legrand, savoir ce qu'ils pensaient, comment prioriser. Ce qui est d'autant plus important, c'est aussi parfois de regarder ce qu'il y a tout en bas, ce que peut-être une ou deux personnes ont dit, et c'est peut-être pertinent, et c'est aller chercher les signaux faibles. Et pour nous, ça a été le cas notamment sur la perception de la pression environnementale. Il y a un moment où, au sein du Conseil, on a pris conscience, alors c'est parti d'un membre du Conseil, d'un administrateur, qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait absolument être moteur et exemplaire sur le sujet. Donc ça s'est fait, en gros, la vraie prise de conscience à peu près au moment de l'émergence de Greta Thunberg, voilà, où là on s'est dit non, là il y a quelque chose qui se passe, faisons attention. Donc on a mis en place des indicateurs même qui n'étaient pas forcément les plus pertinents, mais voilà, on a créé un comité développement durable au sein du Conseil pour prendre cette dimension-là. Donc oui, on écoute toutes les parties prenantes, et c'est quelque part aussi le rôle des administrateurs indépendants.
d'être le relais des clients, le relais des gens qui ne sont ni les financiers, ni les dirigeants de l'entreprise, mais qui ont aussi un œil extérieur. Et si je voulais synthétiser juste mon discours, c'est un conseil d'administration, ça doit être non pas une équipe de football, mais une équipe de rugby. Voilà, une équipe de football, tout le monde peut faire tout sur le terrain. Une équipe de rugby, c'est très disparate. On ne verra jamais, pour ceux qui connaissent, un pilier de la mêlée taper une pénalité de 50 mètres réciproquement. Donc dans un conseil, chacun a sa place. Il doit être reconnu, et c'est là où on dit qu'il faut, je vous rejoins, même quand ça va bien, il faut que les gens apprennent l'habitude de travailler ensemble et de se connaître, de connaître les compétences de chacun, ce qui permet ensuite, quand on s'exprime, si on s'exprime dans son domaine de compétences, on va être entendu pour ses propres compétences. Si on sort de son domaine de compétences, on aura la parole du candide, justement, et c'est là où il faut être d'autant plus attentif. Donc voilà, un conseil, moi je l'ai vécu au sein d'Air France KLM, il y a vraiment eu cette évolution-là, où on sent que de plus en plus, chacun est identifié pour ce qu'il peut apporter au conseil et écouter en tant que tel. Sur les administrateurs salariés, moi j'en ai parlé avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise, y compris certains qui étaient très hostiles au principe, qui a été mis en place à partir de la loi de l'ANI sous François Hollande et puis qui a été renforcée par la loi Pacte qu'évoquait Eliane tout à l'heure. Et donc même les plus hostiles disent ça apporte des infos qu'on n'avait pas avant en conseil, quoi. Oui, c'est ce que disait Xavier, c'est que c'est des gens qui sont dans l'entreprise au même titre que les directeurs généraux et qui ont ceux qui ont une appétence pour être au conseil, parce que certains, peut-être, ils sont un peu par hasard, mais quand on a vraiment envie d'aller au conseil, on a une réelle plus-value, effectivement. Vous avez parlé du client. Est-ce qu'on en parle souvent en conseil ? Sans arrêt. À tel point qu'il y a toujours un siège vide dans notre conseil qui représente le client. D'accord. Oui. Autour de la table, il y a un siège. Il y a un siège sur lequel il n'y a personne. Mais il y a un siège qui n'est pas de la même couleur. Imaginez de business ou mais qui business ou tourisme. Oui. Non, le client a vraiment sa place, oui. Eliane, le client conseil. Le client sans le client, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas d'entreprise. Non, la préoccupation. Alors. Là encore, complexité, le client, c'est des clients parce qu'on est chez le grand particulier en B2B et en B2B2C. Excusez-moi d'utiliser le jargon, mais il y a différents types de clients et des clients corporate ou des clients, l'installateur, l'électricien du coin auquel vous faites, vous avez besoin pour vous installer votre prise électrique, ce ne seront pas évidemment les mêmes réponses. Donc il faut être très conscient de la catégorisation des clients, des distributeurs, et cela dans le monde entier, avec des cultures très différentes d'un pays à un autre. Oui, bien sûr, le client est là. Patrick ? On n'a pas le siège. Je voulais peut-être tempérer un tout petit peu ce que disait Xavier. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une vision intellectuelle européenne qui est celle que l'entreprise doit travailler avec tous ses partenaires, stakeholders. Donc les financiers, les banquiers, les clients, les sous-traitants, les collectivités, les ONG. Quand même, il ne faut pas négliger l'incroyable pression de l'actionnariat, et en particulier anglo-saxon, pour augmenter la rémunération de l'actionnaire. Je veux dire, la descente de l'investisseur américain chez le président en disant « mais vos rachats d'actions, pourquoi vous n'en faites pas ? Et vos dividendes, est-ce que vous ne pourriez pas les augmenter ? J'ai regardé votre cash, pourquoi vous ne rendez pas votre cash à l'actionnaire ?» C'est une pression qui est quand même extrêmement forte. Donc il y a une véritable contradiction, je dirais, entre la perception intellectuelle des entreprises françaises, européennes, je dirais, qui a beaucoup évolué, et quand même la réalité de terrain, qui fait qu'à la fin, quand même, les taux de distribution à l'actionnaire ne sont que dans une direction qui est de monter, quoi. Alors avec une demande américaine, nous on verse plutôt des dividendes, les Américains aiment mieux les rachats d'actions, mais enfin, il y a quand même cette forte pression. Alors la question c'est, est-ce qu'on sait sortir ? Là, je suis entièrement d'accord avec Xavier. La première réponse, c'est une stratégie d'entreprise extrêmement claire, en disant voilà ma stratégie. Je suis un peu moins convaincu par l'argument qu'il y a tellement d'argent que de toute façon on peut se passer, c'est pas si simple de se passer des grands investisseurs, mais bon. Et puis, sauf
sauf à aller chercher des actionnaires dans des pays un peu curieux, mais on n'a peut-être pas envie d'avoir que des actionnaires russes et chinois, quoi. Donc il faut avoir des actionnaires américains, quoi. Et c'est pas. Et puis voilà. Donc moi je pense qu'il y a quand même aujourd'hui toujours un conflit. J'étais assez surpris aussi d'ailleurs en parlant au patron d'un grand proxy. Vous savez, les proxys, c'est des gens, alors nous on sait, mais c'est des gens qui conseillent les actionnaires dans leur vote, en particulier en Assemblée générale, que sa position était l'alignement des intérêts entre les actionnaires et les dirigeants n'est pas suffisant. J'avais l'impression d'entendre un discours d'il y a 20 ans, quoi. Et il disait, mais nous, on veut renforcer l'alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires. Donc, par exemple, on trouve que les dirigeants n'ont pas assez d'actions. Alors, dans le monde des intellectuels et des économistes, ça fait 20 ans qu'on explique que ça, c'est très vilain, que c'est Friedman, qu'il faut sortir de l'alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires et passer aux stakeholders. Mais j'ai quand même l'impression que les représentants des actionnaires sont toujours sur une voie très friedmanienne, quoi. Et ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Mais voilà. Donc je pense que c'est pas si simple de passer à un capitalisme de stakeholders. Xavier. Alors, je vais tempérer ce que vient de dire Patrick. Moi, je constate, pas depuis très longtemps, on va dire depuis 5 ans, que même à Londres, aux États-Unis un petit peu avant Londres, on commence à avoir la possibilité de discuter avec nos grands actionnaires d'autre chose que de résultats financiers. Je leur parle de management, je leur parle de plan d'incentive, je leur parle de stratégie, je leur parle de ESG, et ça les intéresse vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est la prise de conscience du fait que, bien sûr, on ne peut pas se payer le S et le E si on n'a pas d'abord de la performance financière, mais qu'à la condition de prendre une focale de temps un peu plus longue, tout le monde a maintenant compris que la performance financière ne sera plus possible si on n'a pas fait de gros efforts sur le S et sur le E. Et donc, même à Londres, qui étaient les plus en retard, aujourd'hui, on a des actionnaires qui sont très friands de nous entendre sur autre chose que ce qui les intéressait jusqu'à présent, c'était la dimension financière. Ensuite, ma deuxième remarque, c'est que quand je parlais de capitalisme européen, ça aussi c'est l'Institut de l'entreprise, mais ça date de Carpentry il y a très longtemps, c'était plutôt sur la dimension humaniste de notre conception du capitalisme, qui est, je crois, assez originale, et je trouve que, j'en profite ici, je trouve que ça a marché. Il y a un nombre incroyable de grandes entreprises françaises, d'origine française, de culture française, qui sont très successful à l'international. Notre modèle très humaniste, beaucoup plus humaniste en tout cas que beaucoup d'autres modèles, a prouvé qu'effectivement il était capable de se développer et que nous ne le revendiquons pas assez. Et que ce modèle, il est en train de gagner du terrain, y compris, comme je viens de l'exposer, dans le monde anglo-saxon. Voilà, j'avais autre chose à dire, mais je ne vais pas monopoliser. J'avais interviewé avec un confrère il y a quelques mois Hubert Joly. Hubert Joly, qui est un Français qui a été très marqué par Jean-Marie Descarpentry, que vous avez évoqué à l'instant, qui est parti aux États-Unis, qui a dirigé Best Buy. Best Buy, c'était un peu le Darty américain, qui était une entreprise en perdition il y a 10 ans, et qu'il a complètement retourné avec les principes européens. Et il a réussi, évidemment, à le faire passer auprès des actionnaires américains, puisqu'il a réussi le retournement de l'entreprise avec ses principes. Eliane, pour essayer d'avancer dans le débat qui oppose Xavier et Patrick, est-ce que derrière toute cette montée des parties prenantes, est-ce qu'au fond, derrière, c'est pas toujours tout pour organiser en fonction d'abord du primat de l'actionnaire ? Ah mais là, je crois qu'on est à un tournant. Xavier l'évoquait en étant un peu surpris que même les fonds anglo-saxons purs et durs commencent à s'intéresser à d'autres choses que la performance financière. Nous sommes vraiment aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes d'ailleurs subissent la pression de leurs donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui leur confient les actifs à gérer, que les fonds soient alloués à des entreprises pour lesquelles ils peuvent démontrer qu'il y a une vraie démarche en faveur de l'environnement et du social et du sociétal. Donc eux-mêmes subissent cette pression-là. Donc qu'ils le veuillent ou pas, un peu à marche forcée, ils y viennent.
Alors peut-être pas encore assez vite, mais je pense que le chemin commence à être tracé et que dans les présentations et les roadshows faits par les dirigeants auprès de toute cette communauté financière, la partie extra-financière va prendre de plus en plus d'importance. Et je pense que il n'est pas complètement fou de penser que le ROI, le return qui est attendu par les investisseurs, ne va plus se contenter des ratios classiques de rentabilité sur les capitaux employés, mais aller au-delà de l'impact. Et à nous, entreprises, de pouvoir apporter les preuves des décisions qui sont prises, opérationnelles, mais en matière d'investissement, dans toutes les décisions de l'entreprise, comment cela apporte certes de la rentabilité aux actionnaires, mais comment on peut renvoyer du pouvoir d'achat aux clients, comment on peut travailler plus intelligemment avec les fournisseurs, les sous-traitants et là trouver effectivement de la productivité et de l'innovation et dans tous les domaines, pas simplement mesurable en termes purement financiers. Donc à trouver nous-mêmes les bons indicateurs. Comme dit Xavier, comment vendre à ce public-là le fait qu'il y aura de la rentabilité, mais il y aura aussi un impact mesurable, souvent à long terme, donc c'est beaucoup plus compliqué, sans tomber dans le greenwashing, donc tout l'équilibre à trouver est là et c'est plus que subtil, mais si on veut de la sincérité, si on veut que l'entreprise, on lui fasse confiance, il va falloir prendre plus d'initiatives et de vraies mesures d'impact qui soient vérifiables et mesurables sur le long terme, de manière durable. Je tiens à rappeler ici que cette évolution se voit aussi dans la loi, puisque la loi offre maintenant aux entreprises la possibilité de devenir une entreprise à mission, d'avoir C'est une autre bascule. Oui, mais c'est aussi le signe d'une évolution. Oui. Voilà, c'est le signe d'une évolution. L'entreprise peut se donner un autre objectif. Alors c'est le cas en France avec la loi Pacte, mais c'est pas seulement le cas en France, c'est aussi le cas en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a les 2/3 des États où c'est désormais possible. Donc c'est aussi le signe d'un monde qui change. Je vais prendre maintenant les questions qui sont venues de la salle, qu'elle soit physique ou il y en a dans la salle. Virtuelle. Je commence par prendre les questions qui sont venues par SMS. D'abord, il y a des questions vraiment de pédagogie, notamment la différence que j'ai évoquée en introduction, mais qu'il faudrait peut-être préciser, entre directeur général et président, la possibilité d'avoir un PDG, donc président, directeur général, ou d'avoir les deux fonctions séparées. Peut-être, Eliane, vous pouvez faire un petit point là-dessus. Vous avez effectivement les deux formes, la forme fusion de président et directeur général. Je crois que Xavier Huillard est un exemple à côté de moi. Et puis, ce qu'on appelle les fonctions dissociées, où vous avez le président du conseil d'administration, non exécutif, et le directeur général, en anglais on dit CEO, Chief Executive Officer, qui lui est responsable de la gestion opérationnelle de l'entreprise. Ces dernières années, on a vu en France un mouvement vers plus de dissociation entre président et CEO. Dans le monde anglo-saxon, cette dissociation est beaucoup plus marquée depuis fort longtemps. Mais je dirais que la tendance est effectivement d'aller plus vers une dissociation des deux fonctions. Xavier, oui. Non, il ne faut pas être dogmatique sur ces sujets. C'est trop sérieux pour être résumable en un article de loi ou une doctrine officielle simple. Parce que tout est fonction de l'histoire, tout est fonction de la phase dans laquelle évolue l'entreprise et tout est fonction du casting. Dans une dissociation, l'idéal, c'est que le président d'un côté et le directeur général de l'autre se choisissent mutuellement. Parce que ce qui est fondamental, c'est cette relation de confiance, de complicité,
non exempte de liberté de parole, évidemment, entre ces deux individus. Et donc, vouloir imposer un peu au forceps un modèle plutôt qu'un autre, je trouve que c'est extrêmement dommageable. En clair, mon message, c'est qu'on nous foute la paix. On est responsable de nos boîtes, on la vit à 100% de notre temps. On a un peu montré qu'on était à peu près capable de la mener sur les chemins de la croissance. On est conscient de tout cela, laissez-nous décider quelle est, à un instant donné, pour une boîte donnée, la forme la plus adéquate. On voit d'ailleurs que cette forme évolue dans le temps, hein, quand par exemple il y a un PDG qui a longtemps marqué l'histoire d'une entreprise, il devient président, il a son numéro 2 qui devient directeur général, et ça dure pendant quelques années, ensuite on peut rebasculer sur d'autres formules, donc on peut avoir de la souplesse. Et puis là, le président qui devient dissocié, qui était auparavant le PDG, doit avoir l'humilité et la générosité de ne pas, à mon avis, rester trop longtemps dans cette position de président, parce que c'est porteur de risque que son nombre porté ne permette pas au nouveau directeur général de réellement décoller. Et donc tout ça, c'est dans la finesse et dans la psychologie, quoi. Donc ne légiférons surtout pas sur ces différents sujets. Si la tendance lourde, c'est à la dissociation, c'est notamment sous la pression des proxys, très bien, on n'y échappe pas. Et donc on va le faire tous, petit à petit. Ouais, on va le faire. Je trouve ça dommage, mais on va le faire. Et ma conviction personnelle, c'est que un de ces jours, le balancier ira dans l'autre sens et on retrouvera tout un tas de vertus au modèle de gouvernance unifiée avec un PDG muni d'un administrateur référent. Mais on voit bien, hein, au-delà de tous les textes, les règlements, les principes, que beaucoup se joue au niveau individuel et que la personnalité compte énormément dans le conseil d'administration, dans son fonctionnement, dans la réalité, dans son efficacité aussi. Et la vie de l'entreprise. François ? Oui, pour avoir vécu ce changement, puisque à Saint-Air France KLM, on avait un PDG qui était Jean-Marc Janaillac, et quand il est parti, on a décidé de dissocier les deux fonctions, et c'était un choix de conseil fort, et ce que disait Xavier, c'était aussi lié au contexte. On avait des problèmes à régler qui étaient de différentes natures. On estimait qu'il y avait, en dissociant les fonctions, le président pouvait s'occuper d'un champ des problèmes, et puis le directeur général était vraiment dans l'opérationnel derrière. Il y avait une question de la salle physique. Micro, parce que tout le monde n'est pas dans la salle. Bonjour, donc je voulais parler d'Emmanuel Faber, qui a fait les frais donc, de son choix, de choix humaniste. Non, bon, d'accord, je vous laisse répondre à la question. Alors, voilà. Alors, c'est la crise de gouvernance à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure. Donc Emmanuel Faber dirigeait Danone, il a dû partir. Il a été remplacé par un nouveau président, Gilles Schnepp, et le conseil, suite à l'arrivée de Gilles Schnepp, d'ailleurs, va être assez largement recomposé dans un délai inhabituellement rapide. Comment est-ce que... Non, moi, je Commentaire. pense que c'est un peu rapide de considérer que la sortie d'Emmanuel Faber est la directe conséquence de sa décision d'entraîner son groupe sur le thème de l'entreprise à mission. Je pense il faut aller chercher bien d'autres explications que celle-là. Je ne vais pas les élaborer. La deuxième réflexion, c'est qu'il me semble, et encore une fois, je vais prendre beaucoup de précautions parce que je ne vis pas cette entreprise de l'intérieur. L'un des sujets peut-être, c'est que le conseil s'était déconnecté des forces vives de l'entreprise et donc n'avait plus la possibilité de mettre son stéthoscope sur la réalité de ce qui était vécu dans l'entreprise, ce qui fait qu'au fond, le conseil raisonnait sur la base de feelings qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce qui se vivait à l'intérieur de l'entreprise. Et ça m'amène, moi, à une conviction, c'est qu'il est hyper important que la direction générale soit totalement ouverte à l'idée que les administrateurs ont un accès, alors un peu organisé quand même, avec non seulement les membres du comité exécutif, mais voire même au-delà. On n'a rien à cacher et il est important que les administrateurs puissent avoir la possibilité de mettre leur stéthoscope dans des endroits de l'organisation managériale. C'est peut-être un des sujets, entre autres, qui peut-être, avec beaucoup de précautions, manquait chez Danone.
Un autre commentaire sur ce qui s'est passé chez Danone? Non? Bon, on va prendre une autre question qui rejoint un petit peu ce que disait Patrick tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'il y a une question essentielle qui est: un conseil peut-il être vraiment disruptif? Patrick? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, mais je crois que Xavier disait très bien, il y a les périodes tranquilles. Dans les périodes tranquilles, c'est du brainstorming. Et effectivement, c'est très important que le brainstorming associe les cadres de l'entreprise et les administrateurs. Enfin, dans toutes les boîtes qu'on connaît, Eliane ou d'autres, ça se fait. Je veux dire, on voit les administrateurs passent énormément de temps avec, et pas seulement avec les N-1, avec les N-2. Enfin, donc, puis c'est important de connaître les N-2 parce que dans les N-2, il y a peut-être le prochain PDG, quoi, je dirais. Donc, puis si on veut comprendre l'entreprise, il faut comprendre ce que font les gens, quoi. Donc ça, c'est les phases tranquilles. Alors après, il y a les phases pas tranquilles. Et moi c'est une question que je me pose à titre personnel. Et je disais tout à l'heure qu'on peut parfois rétrospectivement se dire qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. C'est-à-dire que le Conseil n'a pas pris la bonne décision. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, d'ailleurs, le Conseil n'a pas pris la bonne décision. Et ça pose une question qui est le courage du Conseil, quoi. C'est-à-dire, si quelque chose de vraiment... Alors, c'est rare, hein, mais c'est quelque chose de vraiment anormal, c'est-à-dire une très mauvaise décision, ou un président dont on pense qu'il n'est plus à l'écoute de ses équipes, etc. Est-ce que le conseil, moi ça m'est jamais arrivé, je veux dire, hein, mais il y a des conseils compliqués, quoi. Est-ce que le conseil peut avoir le courage de s'opposer à un projet ou de changer le PDG, quoi, je veux dire, et ça c'est compliqué. Je me suis toujours posé la question, ça m'est jamais arrivé d'avoir dans la pratique à gérer ça, mais c'est pas si simple, hein, parce que à nouveau on devient des copains, quoi, hein, dire, et donc à un certain moment il faut virer le copain, quoi, je dirais. Et donc voilà. Mais il faut que le conseil puisse avoir ce courage. Je suis pas sûr que tous les conseils l'ont, quoi. Xavier, le conseil d'administration, enfin les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires, mais sur proposition. Le PDG joue souvent un rôle important dans le choix de cette composition. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre ce mode de nomination et ce qu'on leur demande? Par rapport à ce que disait Patrick, finalement, vous finissez par avoir des relations qui sont des relations de confiance, mais aussi des relations qui dépassent la confiance, qui deviennent des relations d'amitié. Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là qui empêche le Conseil, au fond, de jouer vraiment le rôle au moment où il devrait le plus le jouer? Non, c'est comme d'habitude un sujet d'équilibre. D'abord, l'idée que ce soit le PDG qui en réalité manipule de façon à finir par avoir un conseil à sa main, cette idée, elle était sans doute bien réelle il y a 20 ans. C'est aujourd'hui infiniment moins le cas. Parce qu'il y a des administrateurs référents, parce qu'on a tous compris que ce serait mal perçu par l'extérieur, et puis parce qu'on a tous pris l'habitude, et c'est très bien, lorsqu'il s'agit de dresser la shortlist des éventuels candidats administrateurs, de confier une mission à un cabinet de chasseurs de tête spécialisés qui va nous aider. Bon. Et donc oui, alors là où c'est affaire d'équilibre, c'est qu'il faut à la fois des gens capables de travailler ensemble, de générer ensemble de l'intelligence collective, des gens qui ont montré dans leur parcours professionnel ce courage dont parlait Patrick, c'est-à-dire ce courage de dire les choses, mais de façon non ostentatoire, de façon non agressive, encore une fois, avec bienveillance. Et voilà, c'est un des critères de choix. Il ne s'agit pas de prendre un administrateur qui est spécialiste du digital et un autre spécialiste de l'environnement. Non, il faut prendre des tempéraments, il faut prendre des personnalités. Et moi, ma thèse, c'est qu'il est important dans un conseil qu'il y ait une partie importante des administrateurs qui ait, à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle, exercé les fonctions de mandataire social. Parce qu'il n'y a qu'en exerçant cette fonction de mandataire social que l'on vit cette nécessité d'en permanence trouver son chemin dans le mouvement et dans l'équilibre avec les différentes préoccupations. Il faut l'avoir vécu. Vous prenez que des financiers. Moi, j'adore les financiers, mais ils ont un tropisme très financier. Ils voient l'entreprise à travers son prisme exclusivement financier. Vous prenez que des gens de ressources humaines, pareil. Et donc, il faut avoir
un grand nombre de gens qui aient compris que le job d'une entreprise, d'un directeur général, c'est de faire la synthèse, de faire un assemblage équilibré entre ces différentes composantes. Donc il faut un nombre appréciable de gens qui ont été CEO ou qui vont bientôt être CEO ou qui sont retraités mais qui ont été CEO, etc. Alors si j'étais un tout petit peu provocateur, je vous dirais que le conseil d'administration de Lehman Brothers en 2008 comportait une majorité d'anciens PDG qui avaient une moyenne d'âge de plus de 80 ans, et on n'a pas l'impression que ça a été formidablement efficace, sachant qu'il y avait les deux seules personnes qui étaient encore en activité dans le conseil de Lehman étaient Henry Kaufman, qui était donc un gourou de Wall Street, mais qui avait lui-même plus de 80 ans, et un directeur de théâtre. Donc là, on a l'impression qu'on n'avait même pas forcément quelque chose de fantastiquement efficace pour éviter une catastrophe. Mais c'était juste pour faire une petite provocation finale. On a bien vu qu'il y avait dans ces histoires de conseil des textes, des lois, des conventions aussi qui sont très importantes, mais qu'il avait la personnalité des uns et des autres et joue un rôle absolument essentiel. Donc on retombe profondément dans de l'humain, et que les deux points clés là-dedans, c'est la confiance sans la connivence, et puis et la quête permanente d'équilibre, et une quête d'équilibre qui est en train de changer, qui change au fil du temps. Je pense qu'on l'a bien senti dans ces échanges. Si vous vous intéressez à ce sujet, évidemment, vous allez suivre la table ronde suivante qui porte sur le partage de la valeur dont il a été question, pas seulement sur la valeur entre les administrateurs, mais sur la valeur entre les actionnaires et les salariés. Et puis, vous allez avoir une autre table ronde demain, je crois, avec un focus sur l'entreprise à mission qu'on a rapidement évoqué. En attendant, merci aux panélistes pour leurs interventions.